Lors de ma répétition générale, mon père a haussé la voix, nous repoussons ce mariage pour que ta sœur passe en premier. L'organisatrice s'est figée au milieu de son geste. J'ai dit à cette dernière de tout maintenir tel quel. Ma sœur a sifflé, pourquoi ne te bats-tu pas? Je m'appelle Delaney Fletcher. J'ai 31 ans et je suis comptable d'investigation légale. Mon travail consiste à m'asseoir dans une pièce calme avec les chiffres des autres et à attendre que ces chiffres me disent qui ment. Les entreprises engagent mon cabinet quand de l'argent s'est volatilisé d'un bâtiment et que personne ne veut admettre avoir tenu la porte. Je lis les relevés bancaires comme d'autres lisent les visages. Je peux regarder 11 mois de grand livre général et vous dire quel employé a commencé à voler en mars, comment il l'a caché en avril et ce qu'il s'est dit en mai pour se sentir bien en juin. Les chiffres ne deviennent pas nerveux. Les chiffres ne changent pas d'histoire quand on les fixe. C'est la raison même pour laquelle je les aime. Et c'est la raison pour laquelle ma famille n'a jamais compris un traître mot de ce que je faisais pour gagner ma vie. Pour mes parents, mon travail était une plaisanterie. Mon père, Gérald, appelait cela « jouer avec des feuilles de calcul ». Ma mère, Diane, disait aux voisins que je travaillais dans un bureau, un truc avec les impôts. Aucun d'eux n'aurait pu vous dire ce que signifiait « d'investigation légale », même si vous leur aviez offert de l'argent, ce qui est ironique car l'argent était le seul sujet dont ils pouvaient parler pendant des heures, tant qu'il s'agissait du mien. Ma sœur s'appelle Vivien, elle a 2 ans de plus que moi, et depuis le jour où j'ai été en âge de le remarquer, elle était le soleil autour duquel nous gravitions tous. Vive était la belle, celle dont on encadrait les bulletins scolaires, dont on qualifiait les mauvaises décisions de « pleine de vie », dont on appelait les dettes « une mauvaise passe ». J'étais la fille fiable. Dans ma famille, fiable n'est pas un compliment. Fiable signifie que vous êtes celle qui n'a besoin de rien, ce qui est une chose très pratique à décider à propos d'un enfant. Cela signifie que lorsqu'il y a une bonne chose à donner, elle va à l'autre, et on vous dit que vous comprenez. J'ai tellement compris pendant si longtemps que j'ai presque oublié que, comprendre, était une chose qu'il m'imposait et non une vertu que j'avais choisie. Je vais vous donner un souvenir parce qu'il est la clé de tous les autres. J'avais 9 ans et Vivien en avait 11. Nous voulions toutes les deux la même chose cette année-là, une place dans un programme d'été, le genre qui coûtait cher et pour lequel il n'y avait qu'une seule bourse par famille. J'ai été admise au mérite grâce à mes résultats aux examens. Vivien a été mise sur liste d'attente, et je me souviens m'être assise à la table de la cuisine pendant que mes parents discutaient devant moi comme si j'étais un meuble auquel on avait attribué une valeur encombrante. Mon père a dit, Delaney aura d'autres opportunités. C'est le genre de fille qui retombe toujours sur ses pattes. Vive en a plus besoin. Et ainsi, ma place, celle que j'avais méritée, a été discrètement transférée à ma sœur grâce à un coup de téléphone et une histoire triste. Je n'ai pas pleuré. À 9 ans, j'étais déjà la fille qui ne pleurait pas. J'ai juste classé cela dans ma mémoire. J'ai classé la forme exacte de cette logique, être capable était une raison pour recevoir moins, et le besoin de ma sœur serait toujours considéré comme plus réel que ma réussite. 22 ans plus tard, mon père s'assiérait à une autre table et ferait exactement le même calcul pour un mariage. Mais cette fois-ci, j'avais un dossier assez épais pour lui répondre. Je veux que vous voyez que le calcul n'a jamais changé, seul moi ai changé. À l'âge adulte, ce schéma s'était transformé en quelque chose que toute la famille élargie acceptait simplement comme on accepte la météo. Vivien avait une année difficile environ tous les 18 mois, et chaque année difficile coûtait quelque chose à la famille, et la famille trouvait toujours l'argent, et personne ne demandait jamais d'où il venait, car l'argent venait de plus en plus de la fille qui retombe sur ses pattes. J'ai co-signé un contrat de location de voiture pour Vive à mes 26 ans, pour lequel elle a fait défaut en moins d'1 an. J'ai encaissé le coup sur mon crédit, je l'ai réparé moi-même et je n'ai rien dit, car dire quelque chose aurait fait de moi la personne difficile. Et être difficile était le seul crime que ma famille punissait réellement. Chaque fois que j'absorbais une perte en silence, je leur enseignais la même leçon, que l'on pouvait puiser dans mes ressources sans conséquence. J'étais, dans le langage de ma propre profession, un compte sans alerte de fraude et sans personne pour surveiller les relevés. Je les avais habitués, sans le vouloir, à me percevoir exactement de la même manière qu'un détourneur de fonds perçoit une entreprise endormie, comme une source de fonds qui ne regarderait jamais de trop près. J'allais passer 6 mois, dans la trentaine, à leur désapprendre cela, un document à la fois. Ainsi, quand je me suis fiancé, je savais déjà comment cela se passerait. Mon fiancé s'appelle Théo Marche. Théo construit des ponts, des vrais, le genre qui supporte du poids,
et c'est l'être humain le plus calme que j'ai jamais rencontré, ce qui n'est pas peu dire pour une femme qui fait ce métier. Quand j'ai annoncé à mes parents que nous étions fiancés, la première question de ma mère n'a pas été « quand ?» ni « félicitations » ni « puis-je voir la bague ?» Sa première question a été « est-ce que tu l'as dit à Vivien ? Tu sais qu'elle traverse une période difficile. » C'était toute sa phrase. Mes fiançailles, dès le premier souffle, étaient déjà un fardeau que j'imposais à ma sœur. Je me souviens du dîner de fiançailles, si on peut l'appeler ainsi. Théo et moi sommes allés chez mes parents, cette maison dont j'avais, plus d'une fois et discrètement, aidé à payer les factures d'électricité pour qu'elle reste éclairée. Je portais la bague et, malgré tout ce que je savais d'eux, j'avais de l'espoir. C'est la partie qui m'embarrasse le plus en le racontant. 30 ans, sceptique professionnel, une femme qui détecte la tromperie pour gagner sa vie. Et pourtant, je suis entré dans la salle à manger de ma mère en espérant que, cette fois, la nouvelle de mon bonheur serait accueillie avec bonheur. Mon père a serré la main de Théo et lui a demandé en moins de 90 secondes combien il gagnait par an. Ma mère a admiré la bague juste assez longtemps pour demander combien elle avait coûté. Et quand Théo a poliment esquivé la question, elle s'est tournée vers moi et a dit « Eh bien, j'espère que tu ne prévois rien d'extravagant. Tu sais comment sont les choses pour ta sœur en ce moment. » C'était encore là. Ma sœur, invoquée lors de mon dîner de fiançailles comme une raison pour que je veuille moins. Théo, qui n'avait pas grandi sous ce climat, a glissé sa main sous la table et a serré la mienne. Plus tard, dans la voiture, il m'a demandé doucement si c'était toujours comme ça. J'ai dit oui. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit « Je ne pense pas que tu te rendes compte à quel point c'est étrange vu de l'extérieur. Il parle de toi comme si tu étais une ressource. » Il ne savait pas à quel point il avait raison. Moi non plus, pas encore. Mais le mot est resté gravé en moi, ressource. Et 3 mois plus tard, quand j'ai consulté mon rapport de crédit, ce fut le mot exact auquel j'ai pensé pour décrire ce que j'avais enfin compris qu'ils avaient toujours vu en me regardant. Ce que je n'avais pas dit à Théo ce soir-là, parce que je ne le savais pas encore pleinement moi-même, c'était à quel point mon estime de moi était encore l'otage de leur approbation. J'avais construit toute une vie en dehors d'eux, une carrière, une réputation, un homme qui m'aimait tout simplement. Et pourtant, une part de moi, celle de mes 9 ans, restait assise à cette table en attendant qu'on lui dise qu'elle était retombée sur ses pattes d'une manière qui comptait enfin. Cet espoir est la chose qu'ils ont exploitée. Pas mon argent d'abord. Mon espoir. L'argent n'était que le moyen. Et la raison pour laquelle j'ai pu faire ce que j'ai fait proprement, sans trembler, c'est que quelque part au cours des 6 mois qui ont suivi, cet espoir est mort en silence. Et ce qui a grandi à sa place n'était pas de la haine. C'était de la clarté. La clarté est plus froide que la haine et bien plus utile. La haine vous rend bruyante. La clarté vous rend minutieuse. Je veux être juste envers la version de moi d'il y a 1 an. Elle espérait encore. Elle pensait que peut-être un mariage serait l'élément qui pousserait enfin sa famille à être là pour elle, comme il l'avait été pour Viv. Elle avait réservé un endroit magnifique, le Linan Hall, une ancienne salle restaurée avec de grandes fenêtres et un jardin, et elle avait fait ce que les filles sont censées pouvoir faire. Elle s'était permis d'imaginer son père l'accompagnant dans l'allée sans que cela ne tourne autour de quelqu'un d'autre. J'ai payé la compte moi-même depuis mon propre compte, car Théo et moi étions d'accord sur le fait que nous financerions notre propre mariage et ne devrions rien à personne. Cette seule décision, prise pour les raisons les plus simples, est la raison pour laquelle je suis saine et sauve pour vous raconter cette histoire avec le sourire. Mais je ne le savais pas encore. Je voulais juste mon jour à moi. Le problème quand on est la fille fiable, c'est qu'on devient aussi l'infrastructure gratuite de la famille. Je faisais leurs impôts. J'avais remarqué 3 ans auparavant que je devais la personne que ma mère appelait dès qu'une facture semblait confuse. J'avais configuré les services bancaires en ligne de mon père. Je n'y avais jamais réfléchi à 2 fois, car aider était la seule monnaie que j'avais le droit de dépenser pour obtenir leur approbation. Ce que je n'ai compris que bien plus tard, c'est que chaque fois que je me connectais à un portail pour eux, chaque fois que je laissais ma mère me regarder taper, chaque fois que je signais un formulaire pour leur faciliter la vie, je leur livrais des morceaux de moi-même, mes informations, mes habitudes, ma signature, que j'avais signée devant eux des milliers de fois sans y penser. Car qui étudie la signature de sa propre fille? Quelqu'un qui a l'intention de l'utiliser. Je veux faire une pause ici et vous parler de mon travail, car ce n'est pas un détail. C'est la raison d'être de la fin de cette histoire.
Et j'ai besoin que vous compreniez ce que je fais réellement avant de vous montrer ce que j'ai fait. En ce mois de janvier au bureau, j'étais depuis 3 mois sur une affaire impliquant une entreprise de construction de taille moyenne où environ 200 000 $ avaient disparu sur 2 ans. Tout le monde supposait qu'il s'agissait du nouveau contrôleur de gestion, car il était désagréable et personne ne l'aimait. J'ai découvert à la place qu'il s'agissait du propre neveu du fondateur, une figure adorée, le gars qui apportait des beignets le vendredi, qui avait détourné des paiements vers un fournisseur écran qu'il avait créé. Et la chose qui a résolu cette affaire n'était ni des aveux ni une preuve irréfutable. C'était la patience. C'était le fait que le neveu, comme tout voleur, croyait que le fait d'être aimé le rendait invisible. Il croyait que personne parmi ceux qui l'appréciaient n'irait vérifier le fichier des fournisseurs par rapport au registre des sociétés. J'ai fait ce rapprochement. Cela a pris 11 semaines. Et quand j'ai présenté les faits au fondateur, sa première réaction, je ne l'oublierai jamais, a été de défendre son neveu. Il doit y avoir une explication. Il y en a toujours une. L'explication, c'est que la personne que vous aimez vous a volé et a compté sur votre amour pour vous empêcher de vérifier. J'avais dit ces mots à un client en décembre. En janvier, j'allais découvrir que je vivais au cœur de ces mêmes mots. Voici donc où les chiffres entrent en jeu, car c'est là que l'histoire commence vraiment. 6 mois avant cette répétition, par un mardi ordinaire de janvier, je faisais ma propre révision de fin d'année, une habitude, une déformation professionnelle. Je consulte mon rapport de crédit chaque trimestre comme d'autres vérifient leur tension artérielle. Non pas parce que je suis anxieuse, mais parce que je sais exactement avec quelle discrétion une vie peut être démantelée par quelqu'un qui possède votre date de naissance et un peu de patience. J'ai consulté le rapport en m'attendant à ne rien voir. À la place, j'ai vu 2 comptes que je n'avais pas ouverts, une ligne de crédit personnel de 18 000 $ et un prêt personnel non garanti de 45 000 $. Les 2 étaient actifs, et sur le papier, ils étaient à moi. Les 2 avaient été ouverts au cours de l'année écoulée dans une banque où je n'avais jamais mis les pieds. La plupart des gens, lorsqu'ils voient cela, ressentent une décharge de peur, et je l'ai ressenti, un œuf froid à l'estomac, le corps comprenant avant l'esprit. Mais juste derrière la peur est venu quelque chose que j'ai appris à écouter plus que la peur elle-même, une sorte de calme absolu. Parce que j'ai analysé des centaines de cas de fraude et je connais l'erreur la plus courante commise par les victimes. Elles réagissent. Elles appellent en panique. Elles affrontent. Elles alertent la personne coupable avant d'avoir autre chose qu'un simple pressentiment. Et à l'instant où elles le font, la piste de papier se refroidit. L'histoire est réécrite. Un délit prouvable devient un malentendu familial que personne ne peut plus jamais élucider. J'ai vu des coupables repartir libres parce qu'une victime effrayée leur avait donné 3 jours de préavis. Je n'ai donc pas paniqué. Je me suis assise dans ma cuisine avec mon café qui refroidissait et j'ai pris une décision qui mettrait 6 mois à porter ses fruits. J'ai décidé que je n'étais pas une victime. J'étais une enquêtrice et il s'agissait d'une affaire. Et j'allais la traiter comme je traite chaque affaire, discrètement, complètement et avec une documentation si propre que, le moment venu, le papier accuserait pour moi. Je ne dirais pas un mot avant de pouvoir prouver chaque dollar. Et je soupçonnais déjà, de la façon dont on devine la fin d'une histoire lue 100 fois, exactement de qui je trouverais les empreintes. Je veux vous dire qu'il était difficile de garder le silence. Et c'était le cas, mais pas de la manière dont on le croit. Le plus difficile n'était pas le secret. Le plus difficile était d'aller au dîner du dimanche en regardant ma mère resservir du vin à mon père et en entendant ma sœur se plaindre de son propriétaire. Tout cela. Savoir ce que je savais désormais possible. Et ne sachant pas encore jusqu'où cela allait, j'ai décidé de les traiter exactement comme je l'avais toujours fait. Delaney la fiable, la fille qui aide. Parce qu'une bonne enquêtrice ne change pas de comportement lorsqu'elle suspecte sa cible. Elle maintient une atmosphère confortable pour que la cible continue de parler. Ce premier dîner du dimanche après la découverte a été la performance la plus difficile de ma vie. Je suis allé chez eux avec une lasagne que j'avais préparée, car apporter de la nourriture faisait partie de mon rôle. Et je me suis assise à la table où j'avais appris à 9 ans que mes réussites seraient taxées pour payer les besoins de ma sœur. Et j'ai regardé ma mère verser le vin de mon père. Et j'ai regardé Vivien décrire en détail un week-end spa qu'elle avait inexplicablement pu s'offrir. J'ai mangé et j'ai souri, et à l'intérieur, j'étais une surface froide et immobile sous laquelle toute une enquête se déployait. À un moment donné, ma mère a posé sa main sur la mienne et a dit « Tu sembles calme ces derniers temps. Le mariage te pose.
Et j'ai dit, oui. Ce qui était vrai d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. Ce qui me posait n'était pas le mariage. C'était le fait que, pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce qui se passait dans ma famille, au dollar près. Et le savoir, même un savoir laid, est un terrain plus solide que l'espoir ne l'a jamais été. J'avais passé 30 ans en déséquilibre dans cette maison, à toujours deviner, à toujours chercher. Maintenant, j'avais les relevés. On ne peut pas déséquilibrer une personne debout sur des chiffres rapprochés. Le jeu d'acteur avait un second but au-delà de maintenir la cible confiante. Et je serai honnête là-dessus, comme je l'ai été pour tout le reste. J'avais besoin de plus de données, et les données étaient à cette table. Au fil des mois de dîners dominicaux, j'ai appris à poser les questions les plus douces possibles et à laisser les gens y répondre. J'ai demandé négligemment à ma mère comment Viv s'en sortait avec son loyer ces temps-ci. Et ma mère a dit sans sourciller, « Oh, nous l'aidons un peu. » Et j'ai noté le montant qu'elle a mentionné, car il correspondait au dollar près aux virements effectués depuis la ligne de crédit de 18 000 $ ouverte à mon nom. J'ai demandé avec admiration à mon père comment Brett et Viv parvenaient à s'offrir un si bel endroit pour leur mariage. Et mon père, qui ne pouvait jamais s'empêcher d'expliquer sa réussite quand il pensait gagner, a souri et a dit qu'ils avaient trouvé un moyen, et qu'un homme intelligent sait comment utiliser un bon crédit quand il en voit un. Il m'a dit cela en face. Un bon crédit. Le mien était le seul bon crédit de cette famille. Et il me le disait en face. J'ai souri et j'ai passé le pain, car une comptable d'investigation ne sourcille pas lorsque le sujet décrit son délit. Elle l'écrit dès qu'elle arrive à sa voiture. J'avais un petit carnet dans ma boîte à gants à ce moment-là. Après chaque dîner, je m'asseyais dans l'obscurité de leur allée et je transcrivais ce qui avait été dit avant que les formulations exactes ne s'estompent dans ma mémoire. Parce que j'ai témoigné assez souvent pour savoir qu'une note contemporaine rédigée le soir même a un poids qu'un souvenir reconstitué plus tard n'aura jamais. J'étais, sans qu'aucun d'eux ne le sache, en train de déposer ma propre famille autour d'un plat de pâtes. La première chose que j'ai faite a été de demander les relevés complets des 2 comptes frauduleux. En tant que titulaire désigné du compte, ce que j'étais sur le papier, j'en avais tout à fait le droit, et c'est l'une des cruautés étrangement utiles du vol d'identité au sein d'une famille. Le délit fait que les documents vous appartiennent légalement. Cela a pris 3 semaines et 2 lettres notariées, mais les relevés sont arrivés. Et quand je les ai étalés sur ma table de salle à manger un samedi matin, avec Théo qui préparait le café derrière moi en me demandant doucement si j'étais sûr de vouloir faire cela seul, les chiffres ont commencé, comme ils le font toujours, à parler. La ligne de crédit de 18 000 $ avait été épuisée en 4 retraits. Chaque retrait avait été transféré vers un compte dont je ne reconnaissais pas le numéro, mais je reconnaissais le schéma des dépôts qui s'y trouvaient, car j'avais vu les paiements de loyer de ma sœur assez de fois au fil des ans pour connaître la configuration bancaire de Vivien. Le prêt de 45 000 $ était pire. Il avait été versé en une seule fois, puis, au cours des mois suivants, il s'était vidé. Un acompte câblé à une société de titres de propriété, une série de virements qui effaçaient les dettes impayées de ma sœur. Un chèque envoyé au bureau de gestion d'un immeuble que je savais être celui de Vivien. Ce n'était pas un mariage. C'était le financement lent et coûteux d'une vie. Je suis resté très immobile parce que je savais où cet argent était allé. Je le savais parce que j'avais passé des années à regarder ma sœur vivre juste au-dessus de ses moyens. Et voici enfin le grand livre de qui avait réellement payé la différence. Ma famille avait contracté un prêt en mon nom, un vrai prêt avec ma signature falsifiée sur les documents d'ouverture, que j'obtiendrais plus tard et qu'une comparaison d'écriture finirait par détruire. Et il l'utilisait pour acheter à Vivien la vie confortable qu'elle n'avait jamais réussi à financer elle-même, ses dettes en retard, le loyer de l'appartement dont elle se plaignait, l'acompte pour une maison. Il finançait ma sœur avec mon crédit volé tout en me disant en face que l'argent était rare et que je devrais peut-être limiter ma propre célébration. C'est à ce moment-là que l'affaire a cessé de tourner autour de 18 000 et 45 000 $. Parce qu'une personne qui falsifie votre nom pour un prêt a généralement fait les choses plus petites d'abord, les essais. Je suis donc revenu plus loin en arrière. J'ai analysé le compte d'épargne joint que mes parents m'avaient demandé de co-signer des années auparavant pour les urgences, au cas où il nous arriverait quelque chose. Je l'avais signé et je l'avais oublié. De l'année la fiable, signant toujours tout. À l'intérieur de ce compte, j'ai trouvé le fantôme de mon propre fonds de mariage. Laissez-moi vous expliquer cela parce que c'est le détail qui me glace encore les mains. Quand Théo et moi nous sommes fiancés, j'ai dit à mes parents, dans un moment de tendresse filiale que je ne me pardonnerai jamais tout à fait,
que j'avais économisé pendant des années, un peu plus de 22 000 $. Et qu'une partie se trouvait sur l'ancien compte joint qu'ils avaient ouvert, car c'est là que j'avais commencé à épargner quand j'étais enfant et que je ne l'avais jamais déplacé. Ma mère avait eu les larmes aux yeux. Elle avait dit, « Nous sommes si fiers de voir à quel point tu es responsable. » Et puis, au cours des 4 mois suivants, par retrait de 2 et 3 000 $ à la fois, ce compte avait été vidé. Mon argent, non pas falsifié, non pas volé par signature, mais pire d'une certaine manière, rendu accessible par ma propre confiance et simplement pris dollar par dollar pendant qu'il me souriait de l'autre côté de la table du dîner en me disant de faire un mariage modeste. Je n'ai pas pleuré. Je me souviens de Théo qui me regardait, qui attendait, prêt à me serrer dans ses bras si je m'effondrais. Et je me souviens lui avoir dit d'une voix qui m'a surprise moi-même par sa régularité, « Je ne vais pas m'effondrer. Je vais monter un dossier parce que c'est ce que je sais faire. » Quand le monde inflige une blessure à la plupart des gens, il me remet à moi un numéro de dossier. Au cours des mois suivants, le dossier a grandi. Je veux que vous compreniez ce que signifie réellement « monter un dossier », car ce n'est ni prestigieux ni bruyant. Et c'est exactement le contraire de la confrontation que tout le monde attend d'une histoire comme celle-ci. Cela signifie des feuilles de calcul. Cela signifie un rapprochement général où chaque dollar sorti de mes comptes est associé par date et par montant à un dollar arrivé ailleurs. Cela signifie sauvegarder chaque document original sur un disque crypté avec une sauvegarde que ma sœur ne pourrait jamais trouver, car elle ignorait jusqu'à l'existence du cryptage. Cela signifie, quand la banque a envoyé le dossier d'ouverture de prêt que j'avais demandé en tant qu'emprunteuse contestant le compte, s'asseoir avec la signature falsifiée sous une lampe à côté de 40 de mes vraies signatures et photographier les endroits où la main du faussaire avait hésité. Car un faussaire hésite toujours. Ma vraie signature est rapide. Je l'ai écrite 100 000 fois et ma main ne réfléchit pas. La falsification présentait des tremblements. De minuscules arrêts où une personne copiait plutôt qu'elle ne se souvenait. Ma sœur, c'est avéré, avait la main sûre pour beaucoup de choses, mais pas pour être moi. J'ai passé un week-end entier sur cette signature, et je veux la décrire car c'est ce qui se rapproche le plus de la poésie dans ma profession. J'ai posé le document de prêt falsifié sur ma table sous une lampe brillante, et à côté, j'ai posé 40 échantillons de ma vraie signature, de vieux chèques, un bail, une copie de demande de passeport, le dos d'une photo, des cartes d'anniversaire pour Théo. Tout ce que j'avais pu trouver au fil des ans. Et j'ai étudié les différences comme un médecin lit un scanner. Ma signature authentique a un rythme particulier. Le stylo ne s'arrête jamais. Le dé de Delaunay s'enchaîne avec le reste sans lever de stylo. Il y a une inclinaison spécifique née de milliers de répétitions inconscientes. La contrefaçon avait toutes les bonnes lettres et aucune de la bonne musique. Il y avait de minuscules levées de stylo là où une vraie main ne s'arrêterait jamais. Il y avait un endroit dans la boucle du F de Fletcher où l'encre s'était légèrement accumulée. La marque d'une main qui s'était arrêtée pour vérifier le modèle, de la façon dont on s'arrête quand on copie plutôt qu'on ne se souvient. La véritable signature d'une personne n'est pas un dessin. C'est une habitude motrice, une petite chorégraphie que le corps exécute en deçà de la pensée. On ne peut pas simuler le mouvement inconscient. On ne peut qu'en dessiner la forme, et le dessin montre toujours la couture. J'ai photographié chaque couture en haute résolution et je l'ai annotée. Le dimanche soir, j'avais un tableau comparatif que n'importe quel expert en documents reconnaîtrait, et qu'un jury ou un jardin rempli de parents comprendrait en un seul coup d'œil. Ma sœur avait la main sûre, mais elle m'avait dessiné. Elle ne m'avait pas incarné. Et la différence entre dessiner une chose et l'incarner est la différence exacte entre sa vie entière et la mienne. Les situations frôlées de près étaient la partie qui m'empêchait de dormir la nuit. Non pas le travail lui-même, mais la possibilité d'être découverte avant d'être prête, ce qui aurait tout fait s'effondrer dans ce malentendu familial que j'étais si déterminé à éviter. Le pire est arrivé en avril. Ma mère est passée chez moi sans prévenir, ce qu'elle faisait peut-être 2 fois par an, un jour où j'avais, par négligence et fatigue, laissé un dossier de relevé sur le comptoir de la cuisine. Elle était dans ma cuisine avant même que je réalise qu'elle était dans l'immeuble. J'ai vu ses yeux dériver vers le dossier, voir la première page qui était un relevé bancaire avec le numéro de compte du prêt visible, et j'ai senti toutes ces étapes de 6 mois vaciller sur un seul regard. Et c'est là que le jeu d'acteur m'a sauvé. Je ne me suis pas jeté sur le dossier. Je n'ai pas changé de visage. Je l'ai ramassé comme on ramasse n'importe quel papier ennuyeux, en disant « Ah, le travail. J'ai une affaire de fraude qui me prend tout mon temps en ce moment. Ne me demande pas.
Et je l'ai glissé dans un tiroir tout en lui proposant du café. Et son attention s'en est détournée exactement comme je l'avais parié. Parce que pour ma mère, mon travail avait toujours été terne, incompréhensible et indigne de curiosité. Le mépris même qu'elle avait toujours eu pour ce que je faisais était, à ce moment-là, mon camouflage. Elle s'est assise à mon comptoir et s'est plainte des ronflements de mon père pendant 40 minutes, puis est repartie sans jamais savoir qu'elle s'était tenue à 45 cm des preuves qui mettraient fin à la réputation de son mariage. Je me suis assise après son départ et mes mains ont tremblé pour la deuxième fois de toute cette épreuve. Ensuite, j'ai acheté un petit coffre-fort ignifuge, et après cela, le dossier a vécu là où aucune mère surprise ne pourrait jamais s'égarer. Et c'est la première chose que je dois garder ouverte pour vous, car cela aura son importance plus tard. Je savais dès le mois de mars que la falsification physique, le tracé réel du stylo sur le document de prêt, avait presque certainement été réalisé par Vivien, l'écriture me le disait. Mais je savais aussi que Vive n'en était pas l'architecte. Vive est beaucoup de choses, mais elle n'a jamais planifié de sa vie quoi que ce soit de plus lointain qu'un week-end. L'architecture, le choix des comptes, le timing des retraits pour rester sous les montants qui déclenchent l'attention d'une banque, la décision d'utiliser mon nom spécifiquement parce que mon crédit était propre et celui de ma sœur ruinée. Ce n'était pas l'esprit de ma sœur. C'était celui de mon père. Gérald Fletcher a passé 30 ans dans la vente commerciale et il sait exactement combien on peut déplacer d'argent avant que quelqu'un ne pose de questions. Ma mère le savait aussi, validait le tout et resservait le vin. Ma sœur signait. Mais le plan venait du bout de la table, et j'ai construit mon dossier pour prouver le rôle exact de chacun des trois. Parce que j'ai vu trop de familles laisser l'enfant prodige subir une petite chute pour que les parents puissent garder leur auréole. Pas cette fois. J'ai documenté le rôle de l'architecte. Il y a eu 2 moments au cours de ces mois où l'affaire a failli cesser d'être une affaire pour devenir simplement du chagrin. Et je veux vous raconter les deux parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'ai traversé cela comme une machine. Le premier a été le compte bénéficiaire. Quand j'ai retracé les virements sortant de la ligne de crédit de $18 000, ils ont atterri sur un compte dont je n'ai pas reconnu immédiatement le numéro, et il m'a fallu un certain temps pour confirmer ce que mon instinct savait déjà. Je l'ai confirmé de la manière la plus laide possible. Lors d'un de ces dîners dominicaux, Vivien montrait à tout le monde un nouveau téléphone, et elle avait laissé son application bancaire ouverte lorsqu'elle l'avait remis à notre mère pour qu'elle admire une photo. J'ai vu, pendant moins d'une seconde depuis l'autre bout de la table, les 4 derniers chiffres de son compte et un solde qu'aucune femme se plaignant de son loyer ne devrait avoir. 4 chiffres. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il correspondait au compte de destination de ma ligne de crédit volée. Ma sœur était, dans les termes les plus simples que les documents pouvaient exprimer, la destinataire directe de l'argent emprunté sous mon nom. Je suis resté assise là et j'ai ressenti pendant un long moment, non pas comme une enquêtrice, mais comme une petite fille à une table, regardant le soleil autour de qui tout le monde gravitait brandir un téléphone rempli de mon argent en l'appelant le sien. J'ai laissé passer le moment. Je laisse toujours passer le moment. Mais je voulais qu'il soit acté que cela m'a coûté quelque chose de rester si immobile. Le deuxième moment a été l'enveloppe. Environ 2 mois avant le mariage, mes parents m'ont emmené déjeuner, juste nous 3, ce qui n'arrivait presque jamais et aurait dû m'alerter. Au moment du dessert, mon père a fait glisser une enveloppe sur la table. Épaisse, de couleur crème, mon nom écrit sur le devant de la main de ma mère. Il a dit que c'était un cadeau de mariage de leur part pour montrer qu'il n'y avait pas de rancœur concernant le calendrier. Les yeux de ma mère se sont embués sur commande et j'ai ouvert l'enveloppe, à l'intérieur se trouvaient des espèces, un peu plus de $3 000. Ma mère a dit, nous voulions que tu aies quelque chose bien à toi pour ce jour-là. Quelque chose bien à moi. Je les ai remerciés. J'ai même ressenti, pendant une demi-seconde de trahison envers moi-même, l'ancien espoir renaître. Peut-être qu'ils essayaient. Peut-être que c'était des excuses dans la seule langue qu'ils connaissaient. Et puis je suis rentré chez moi, j'ai fait ce que je fais et j'ai tracé l'origine, car tracer est désormais ma façon d'aimer et de faire mon deuil. Les $3 000 dans cette enveloppe avaient été retirés 4 jours plus tôt de la ligne de crédit même ouverte à mon nom. Il m'avait offert comme un cadeau généreux mon propre argent volé, ayant transité par le compte de ma sœur et m'étant remis à une table de déjeuner avec les yeux humides. C'était, je pense, l'illustration parfaite de ma famille entière en un seul objet, un cadeau qui était un vol, des excuses qui étaient une insulte, une générosité accomplie avec les fonds de la victime elle-même. Je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai photographié,
J'ai consigné le contexte des numéros de série et je l'ai ajouté au dossier comme pièce justificative. Elle avait un numéro. Tout dans mon dossier avait un numéro à ce moment-là. Cette enveloppe est devenue une ligne de plus qui s'équilibrait avec le délit. Et j'admets que j'attendais avec impatience, d'une manière dont je ne suis pas fier, le jour où je pourrais expliquer devant tout le monde ce qu'avait été réellement leur généreux cadeau. Voici maintenant où je dois introduire le deuxième fil conducteur. Celui que je ne pouvais pas contrôler. Celui qui a transformé mon plan lent et minutieux de 6 mois en quelque chose soumis à un compte à rebours. En avril, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli le laisser aller vers la messagerie. Je suis heureuse de ne pas l'avoir fait. C'était une femme nommée Denise Alvarez, qui s'est présentée comme analyste des fraudes et du recouvrement à la banque qui détenait le prêt de 45 000 $. Mon estomac a de nouveau connu ce neuf froid, car je savais ce qu'un tel appel signifiait avant même qu'elle ne le dise. Le prêt, celui à mon nom, celui qui avait discrètement financé la vie de ma sœur, avait manqué 3 paiements consécutifs. Il était sur le point de passer de délinquant à défaut de paiement. Dans 30 jours, il serait radié et envoyé au recouvrement, et une radiation à mon nom exploserait sur mon rapport de crédit comme une bombe. Le genre de choses qui vous suit pendant 7 ans, qui vous coûte des hypothèques, et des emplois qui effectuent des vérifications de crédit et des emplois, je dois le mentionner, exactement comme le mien, dans un domaine où être personnellement irréprochable est la base même de l'activité. Je veux être honnête concernant la peur à ce moment-là, car je me suis présenté comme quelqu'un de très calme, et je ne veux pas que vous pensiez que je suis faite de glace. Je suis restée assise dans ma voiture dans un parking souterrain pendant 20 minutes après cet appel, mes mains tremblaient et j'ai fait le calcul de ce qu'un défaut de paiement ferait à la carrière d'une comptable d'investigation légale, c'est à peu près ce qu'un mensonge fait à un témoin. Toute ma valeur professionnelle repose sur le fait que je suis digne de confiance avec l'argent. Une radiation à mon nom, même frauduleuse, même si je finissais par la faire annuler, serait une tâche que je devrais expliquer dans chaque vérification d'antécédents pendant des années. Ma famille ne m'avait pas seulement volé. En arrêtant les paiements, ils étaient sur le point de faire sauter la seule chose que j'avais construite entièrement par moi-même. Assise dans ce parking, la peur s'est transformée en autre chose. Elle s'est transformée en date limite. Car voici ce que j'avais compris, ils avaient arrêté de payer le prêt parce qu'il avait déjà fait son œuvre. La maison était achetée. Les dettes de ma sœur étaient effacées. Sa vie était financée. Ils avaient extrait ce dont ils avaient besoin. Le prêt avait servi son but. Et maintenant, ce n'était plus qu'une dette avec mon nom dessus. Et mon père, l'architecte, l'homme qui sait exactement combien on peut déplacer d'argent avant que quelqu'un ne pose de questions, avait fait un calcul. Il avait décidé qu'une fois le mariage passé, une fois Vivien marié, le récit familial serrait les coudes si étroitement que je ne serais jamais en mesure de prouver quoi que ce soit. Et si jamais j'essayais, je serais la sœur amère qui gâche un mariage pour de l'argent. Il pariait sur la honte. Il pariait que je préférerais encaisser une radiation frauduleuse en silence plutôt que de détruire ma propre famille en public. Il n'avait jamais, pas une seule fois en 31 ans, daigné s'intéresser à ce que je faisais pour gagner ma vie. Cette date limite a modifié mon plan, mais elle n'a pas changé ma méthode. J'ai fait ce que je dis toujours aux clients de faire, et que presque aucun d'entre eux n'est assez calme pour faire réellement. J'ai laissé la pression affûter le travail au lieu de l'éparpiller. Denise Alvarez, l'analyste, est devenue, sans le savoir au début, la personne la plus importante de mon dossier. Car lorsque je lui ai dit avec précaution que je contestais ses comptes comme frauduleux, et que j'étais moi-même comptable d'investigation légale ayant déjà réuni de la documentation, son ton a changé, passant non pas à l'incrédulité, mais à l'intérêt. Les analystes de fraude bancaire passent toute leur carrière à parler à des gens qui insistent sur le fait qu'ils ont été lésés mais ne peuvent rien prouver. Une victime qui se présente avec une feuille de calcul rapprochée, des comparaisons de signatures falsifiées et une chaîne de responsabilité propre n'est pas un problème pour elle. C'est un cadeau. C'est le dossier qui se résout. Denise m'a guidé à travers la procédure de fraude de la banque. Pour annuler formellement le prêt de mon nom, je devais déposer une déclaration d'usurpation d'identité et la banque ouvrirait une enquête. Si les preuves tenaient, si je pouvais montrer que les fonds avaient été dirigés vers un bénéficiaire qui n'était pas moi et que la signature n'était pas la mienne, la banque retirerait non seulement la dette de mon nom, mais elle poursuivrait les véritables emprunteurs. Elle m'a dit quelque chose que je savais déjà, mais qui résonnait différemment venant d'elle, la grande majorité des usurpations d'identité sont commises par des membres de la famille.
Et c'est le type le plus difficile à poursuivre précisément parce que les victimes refusent de porter plainte contre leur propre sang. La plupart des gens dans votre situation, a-t-elle dit, n'arrivent jamais jusqu'ici. Ils découvrent, ils pleurent, ils subissent. Elle a fait une pause. Vous ne pleurez pas, non, j'ai dit, je rapproche les comptes. Ce qui a suivi a été 6 semaines du travail le plus minutieux de ma vie, et je l'ai mené sur 2 horloges à la fois, ce qui est la chose qui a failli me briser. À l'instant où j'ai déposé ma contestation de fraude, la banque a fait ce que les règles exigent et a suspendu la radiation. Elle a gelé le compte à rebours le temps d'enquêter. Mais un gel pour fraude n'est pas éternel. Il vous accorde une fenêtre de tir, et cette fenêtre a une limite, une date au-delà de laquelle, si l'enquête n'est pas formellement close, le compte revient à son état initial, et la procédure de radiation reprend comme si la pause n'avait jamais eu lieu. Ainsi, sur une horloge, cette suspension brûlait silencieusement vers sa propre expiration, la fenêtre se rétrécissant de semaine en semaine vers le jour où un défaut de paiement serait libre de détruire le rapport de crédit dont j'avais besoin pour ma propre subsistance. Sur l'autre horloge, le mariage approchait, et avec lui la seule pièce dans laquelle j'avais l'intention de faire entendre la vérité. Je devais faire en sorte que les 2 horloges atteignent 0 le même jour, que les conclusions de l'enquête tombent, avec ma famille réunie dans la pièce, avant que le gel ne prenne fin. Et je devais le faire tout en souriant de l'autre côté de la table du dimanche aux personnes contre lesquelles je bâtissais le dossier. Il y avait des nuits où je restais éveillé à concevoir l'enchaînement des étapes dans ma tête comme un problème d'échec. Si la banque ferme ses conclusions trop tôt, mon père reçoit une lettre discrète et la chance de présenter sa version. Si elle les ferme trop tard, le gel expire, la radiation frappe, et je passe des années à expliquer une tâche. Le mariage se situant exactement à l'intérieur de cette fenêtre était le seul moment où le timing fonctionnait. J'ai commencé à penser à ce samedi non pas comme à mon jour de mariage, mais comme à la date de clôture du plus grand compte que j'ai jamais rapproché. Denise m'a expliqué ce dont la banque avait réellement besoin, et je le lui ai fourni sous une forme qu'elle m'a avoué n'avoir jamais reçue de la part d'une victime privée. J'avais demandé le dossier complet de l'ouverture du prêt en tant qu'emprunteuse contestant la dette, la demande, les pages de signature, la vérification d'identité que la banque prétendait avoir effectuée. Quand il est arrivé, il racontait sa propre histoire. La vérification d'identité était mince. Quelqu'un avait fourni une copie de ma pièce d'identité avec une photo qui était la mienne mais une signature qui ne l'était pas. Et la banque, pressée d'enregistrer le prêt, n'avait pas cherché plus loin. J'ai établi une chaîne de responsabilité pour chaque document. D'où il venait, quand je l'avais reçu, qui l'avait manipulé, car je sais qu'une preuve sans chaîne propre n'est qu'une histoire. Et je n'allais pas laisser à mon père un seul fil à tirer. J'ai rempli la déclaration d'usurpation d'identité de la manière dont j'aimerais qu'un témoin la remplisse si j'étais celle qui menait le contre-interrogatoire, c'est-à-dire de façon tout à fait impartiale et avec un calendrier de pièces jointes. Denise m'a dit lors de notre 4e appel qu'elle avait présenté mon dossier au superviseur de son unité des fraudes, et que le superviseur avait demandé si je serais disposée à travailler comme consultante pour eux un jour. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Ma famille m'avait transformé en la victime de fraude la mieux documentée que cette banque ait jamais vue, et la banque voulait m'embaucher. Mais la pression de la date limite était réelle, et j'ai pris une décision difficile que je défendrai devant quiconque. Denise m'a proposé à un moment d'accélérer les conclusions et de régler l'ensemble discrètement au sein de la banque dans les 10 jours, de blanchir mon nom, de signaler les emprunteurs, de clore le dossier. C'était la décision prudente. Cela aurait protégé mon crédit avec une marge confortable, et j'ai dit non. Je lui ai demandé de caler les conclusions officielles pour qu'elles tombent la semaine du mariage, et de venir si elle le pouvait, car j'en étais venu à comprendre quelque chose sur ma famille qu'aucun papier ne résoudrait seul. Si la vérité se réglait discrètement dans un bureau, mes parents raconteraient leur version de l'histoire à chaque parent pour le reste de leur vie, que je m'étais attaqué à eux à cause d'une confusion de la banque, que j'étais amer, que j'avais ruiné la famille pour de l'argent. Et ils seraient crus parce qu'ils avaient 30 ans de jeu d'acteur derrière eux et que je n'avais jamais été que la fille fiable qui ne posait pas de problème. Le document blanchirait mon crédit. Il ne blanchirait pas mon nom devant le seul tribunal qui m'avait réellement condamné, l'opinion de la famille. Pour cela, je n'avais pas besoin d'une lettre. J'avais besoin d'une pièce. J'ai donc choisi le timing le plus risqué à dessein, et j'ai passé les jours intermédiaires à m'assurer que la radiation ne puisse pas me devancer. Et je ne l'ai jamais regretté, car une dette retirée en silence m'aurait laissé exactement là où j'avais toujours été, innocente et non crue. J'ai déposé la déclaration.
Et c'est là que le troisième fil conducteur entre en jeu, celui qui relie les deux autres en un seul samedi, car le timing est en fin de compte la seule arme dont j'ai jamais eu besoin. L'enquête pour fraude de la banque, une fois déposée, suivrait son propre calendrier, probablement des semaines. Mais je ne voulais pas que l'affaire se ferme dans un bureau silencieux où mes parents pourraient plus tard prétendre qu'il s'agissait d'une erreur administrative, d'une confusion, d'un malentendu entre banques. J'ai vu des familles faire exactement cela. J'ai vu un père regarder son enfant adulte dans les yeux à une table de négociation et dire que tout cela n'était qu'un problème informatique, et regarder l'enfant, épuisé et seul, acquiescer simplement pour que cela s'arrête. Je n'allais pas donner à mon père une pièce silencieuse. Si la vérité devait éclater, elle éclaterait là où il ne pourrait pas la transformer. Devant le public même dont la bonne opinion était la seule chose qu'il ait jamais travaillé à protéger. La famille élargie, les tantes, les cousins, les anciens voisins, les gens pour qui mon père s'était mis en scène toute sa vie. J'avais besoin d'une pièce remplie de témoins. Mon père, sans le savoir, m'en avait déjà réservé une, car le mariage approchait. Mon mariage, celui que j'avais entièrement payé de mon propre compte des mois avant que tout cela ne commence. La compte, le lieu, le traiteur, tout était verrouillé sous des contrats portant mon nom, et seulement mon nom, en tant que partie payante. Ce qui m'amène à la partie où ma famille a essayé de me voler mon mariage et n'a pas compris qu'elle entrait dans la seule pièce que j'avais déjà préparée avec la vérité. Cela a commencé environ 5 semaines avant la date. Ma mère a appelé et a fait ce qu'elle fait toujours, enveloppant une exigence dans de la bienveillance. Elle a dit que Vivien et Brett étant le fiancé, un homme agréable mais creux qui n'a jamais demandé d'où venait l'argent envisageait des fiançailles plus longues, peut-être l'année prochaine. Et n'était-ce pas dommage que la famille ait deux mariages si rapprochés ? Et n'avais-je pas pensé qu'il serait plus élégant de laisser Vivien passer en premier, puisqu'elle était l'aînée, puisqu'elle attendait depuis si longtemps. J'ai écouté l'ensemble. Puis j'ai dit doucement que Théo et moi étions engagés sur notre date et nos contrats, et que je ne voyais pas comment quoi que ce soit pouvait bouger. La voix de ma mère s'est refroidie de 10 degrés. Nous en parlerons en famille, a-t-elle dit, ce qui, chez les Fletcher, signifie, nous avons déjà décidé et nous t'informons du résultat. J'ai raccroché et j'ai compris toute la teneur du plan pour la première fois, et je l'ai presque admiré. Il ne voulait pas seulement que Viv se marie en premier. Il voulait mon mariage, l'infrastructure réelle, réservée et payée, remise à Viv. Il pensait que la date était un créneau que l'on pouvait réattribuer. Il pensait que le lieu, le traiteur, les fleurs étaient un ensemble qui appartenait à celui que la famille désignait. Mon père, je l'ai réalisé, ne savait toujours pas, ne savait véritablement pas, que j'avais tout payé moi-même depuis un compte qu'il n'avait jamais pu toucher. Il supposait, comme il l'avait supposé toute ma vie, que s'il y avait de l'argent pour un mariage, c'était l'argent de la famille, et que l'argent de la famille était à sa disposition pour le diriger. Il avait passé si longtemps à traiter mes ressources comme un bien commun qu'il ne pouvait concevoir un mur que j'aurais construit et dont il ne serait pas à l'intérieur. Ce mur était le mariage. Et j'ai décidé à cet instant de ne pas le défendre. J'ai décidé de les laisser faire, car chaque pas qu'ils faisaient pour me voler mon mariage était un pas de plus dans une pièce que je contrôlais. Ainsi, au cours des semaines suivantes, j'ai joué mon rôle. C'est la partie dont je suis la moins fière et la plus fière en même temps. J'ai laissé ma famille croire qu'elle gagnait. Quand mon père a convoqué une réunion de famille et a annoncé avec la gravité d'un homme transmettant un héritage que le mariage serait déplacé pour que Vivien passe en premier, je ne me suis pas battu comme il s'y attendait. Je devrais décrire cette réunion parce que c'était un chef-d'œuvre du genre, et je veux que vous voyiez la machine en fonctionnement. Il l'a convoqué un dimanche dans le salon, avec le bon café de sortie, ce qui signifiait qu'une décision avait été prise et allait être présentée sous forme de discussion. Ma mère était assise à ses côtés, les mains jointes. Vivien était perché sur la coudoir du canapé, arborant déjà le visage de la partie lésée qui est sur le point d'obtenir réparation. Brett se tenait près de la porte, ressemblant à un homme à qui on avait dit qu'il y aurait des amuse-bouches. Mon père s'est raclé la gorge et a prononcé un discours qu'il avait manifestement répété, plein de mots comme « famille »,« sacrifice » et « élégance », dont l'essentiel était que Vivien et Brett se marieraient en premier, à ma date, dans mon lieu de réception, et que moi, étant la plus forte, celle qui retombe sur ses pattes, je comprendrais sûrement que c'était le mieux pour tout le monde. Il n'a pas demandé. Il a annoncé, puis il a pris l'expression d'un homme qui avait sollicité un avis. Et chaque tête dans la pièce s'est tournée vers moi, attendant le signe de tête qui avait conclu chaque réunion de famille de ma vie entière.
J'ai ressenti à cet instant ce que je ne peux appeler que du vertige. Le vertige spécifique de se tenir au centre exact d'une machine conçue pour vous déplacer et de choisir, pour la première fois, de ne pas bouger. Car j'aurais pu y mettre fin à cet instant précis. J'avais le dossier dans un coffre-fort ignifuge à 18 km de là. J'aurais pu ouvrir la bouche et tout faire sauter dans ce salon. Et je veux être honnête sur la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas seulement de la stratégie. Une partie l'était, un salon n'est pas une pièce pleine de témoins, et mon père aurait pu contourner une révélation dans un salon de 100 façons. Mais une autre partie était que je voulais les regarder s'engager jusqu'au bout. Je voulais qu'ils fassent eux-mêmes les derniers pas, qu'ils s'avancent et essaient physiquement de prendre mon mariage, de sorte que lorsque la vérité éclaterait, elle ne tomberait pas sur des gens qui avaient simplement comploté, mais sur des gens pris la main dans le sac, en plein vol, devant tout le monde. Je n'ai donc pas acquiescé précisément, et je n'ai pas refusé. J'ai dit de ma voix la plus calme, c'est beaucoup de choses à digérer. Laissez-moi y réfléchir. Mon père, interprétant ce silence comme le début de la capitulation, s'est adouci et a dit, c'est ma fille, pensant toujours à la famille. Ma mère s'est approchée et a serré mon genou. Vivien s'est visiblement détendu, la tension quittant ses épaules alors qu'elle commençait déjà à s'imaginer dans la robe. Et je suis resté assise là, les laissant croire que la machine avait fonctionné une fois de plus, alors qu'à 18 km de là, dans un coffre en acier verrouillé, la raison pour laquelle elle n'avait pas fonctionné attendait patiemment dans l'obscurité. Vivien, qui ne peut s'en empêcher, a commencé à planifier avant même que le café ne refroidisse. Elle a commencé à appeler mes prestataires. Elle a appelé le Linan Hall. Et c'est le détail que j'attendais. Le piège dans le piège. Chaque prestataire qu'elle appelait lui disait poliment que le contrat et tous les paiements étaient au nom de Delaney Fletcher et que tout changement devait provenir de la partie payante, c'est-à-dire moi. Vivien est venue me voir, furieuse, et a exigé que je lui transfère tout. J'ai dit que je m'en occuperais. Je ne me suis occupé de rien. Je l'ai laissé mariner. L'organisatrice, Marlène, mérite d'être mentionnée car elle est devenue une alliée involontaire simplement en étant compétente. Je l'avais engagée moi-même, payée moi-même, et c'était le genre de professionnel qui tenait des registres impeccables, ce qui signifiait que lorsque Vivien a commencé à l'appeler, parfois 2 fois par jour, pour exiger des changements pour le mariage de la famille. Marlène a fait la seule chose qu'un bon prestataire puisse faire, elle a renvoyé chaque demande vers la titulaire du contrat et la partie payante, qui étaient toutes de moi. Marlène m'a appelé après le 3e appel de ce genre, un peu déconcerté, et m'a demandé délicatement s'il y avait une situation qu'elle devait connaître. Je lui ai dit la vérité dans les termes les plus étroits possibles, qu'il y avait un désaccord familial sur la date, que je n'avais aucune intention de changer quoi que ce soit, et qu'elle devait continuer à m'adresser toutes les requêtes et à tout maintenir exactement tel que réservé. Je ne lui ai pas dit le reste. Mais Marlène, heureusement, est fine, et je pense qu'elle a senti qu'elle se tenait près de quelque chose d'important. Je lui ai demandé une faveur qui a dû lui sembler étrange à l'époque, que le jour du mariage, elle enregistre la scène et qu'elle retienne le début de la cérémonie jusqu'à ce que je lui fasse personnellement un signe. Elle a accepté sans poser de questions, et plus tard, après tout cela, elle m'a dit qu'elle se doutait depuis des semaines qu'elle participait à quelque chose de plus grand qu'un plan de table, et qu'elle avait décidé de me faire confiance. Ces dossiers, chaque modification exigée par Vivien, chaque demande que Marlène m'avait renvoyée, tout horodatées, sont devenus une autre couche silencieuse dans le dossier, corroborant le fait que ma famille avait activement essayé de s'emparer d'un mariage qu'ils savaient. Ou auraient dû savoir, ne pas leur appartenir. Regarder mariner Vivien était une leçon en soi. Ma sœur n'avait jamais de sa vie rencontré un obstacle qu'elle ne pouvait faire déplacer par quelqu'un d'autre. Et découvrir que le lieu, le traiteur, les fleurs, tout l'appareil de son mariage était verrouillé derrière mon nom et mon paiement la déconcertait véritablement. Elle oscillait entre la rage et une sorte de cajolerie que je me rappelais de l'enfance, la voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose et avait décidé que le fait de le vouloir lui donnait un droit dessus. Elle m'a envoyé de longs messages disant que j'étais égoïste, que je ruinais sa chance de bonheur, qu'une bonne sœur s'effacerait. Elle n'a pas demandé une seule fois pourquoi je pouvais tout maintenir tel quel. Elle ne s'est jamais demandé à voix haute comment la sœur fiable s'était retrouvée à détenir chaque contrat et chaque reçu. Cela ne lui a pas traversé l'esprit, parce qu'il n'était jamais venu à l'esprit d'aucun d'eux que je puisse être celle qui détenait l'argent. Dans leur modèle du monde, j'étais le compte, pas la comptable. J'ai lu ces messages, je n'ai pas répondu au-delà de « je regarde ce qu'il en est », et j'ai laissé les jours nous porter vers le samedi,
et chaque message furieux qu'elle envoyait était une admission de plus, horodatée, qu'elle avait essayé de prendre ce qui était mien. Classé proprement avec tout le reste. Pendant ce temps, j'ai fait le travail silencieux. J'ai appelé Denise Alvarez, et elle m'a dit que l'enquête suivait exactement la direction que ma documentation avait indiquée. Le prêt et la ligne de crédit étaient considérés comme frauduleux, la signature sur le dossier d'ouverture n'était pas la mienne, les fonds avaient atterri sur un compte bénéficiaire lié à ma sœur, et la banque s'activait à blanchir mon nom et à transmettre l'affaire. La décision écrite formelle devant suivre selon son propre calendrier. Et puis je lui ai demandé quelque chose que je n'avais jamais demandé à une source dans ma vie professionnelle, car dans ma vie professionnelle, la révélation se fait lors d'une déposition, pas dans un jardin. Je lui ai demandé si elle serait disposée à assister au mariage en tant qu'invitée, et le moment venu, a confirmé sur le champ qu'il s'agissait d'une véritable affaire de fraude en cours et non d'un malentendu familial, que j'avais déposé une déclaration officielle d'usurpation d'identité. Que la banque menait une enquête active avec un numéro de dossier, et qu'elle avait vu la documentation elle-même. J'ai fait attention à ce que je demandais et à ce que je ne demandais pas. Je savais qu'une analyste bancaire ne pouvait pas se lever lors d'une fête privée et lire un verdict. La conclusion formelle viendrait par écrit par l'intermédiaire d'un conseil selon le calendrier de la banque. Ce dont j'avais besoin de la part de Denise dans la pièce était plus précis et tout aussi mortel, la confirmation professionnelle que le dossier existait, qu'il était ouvert et qu'il était pris au sérieux. La seule chose que mon père ne pourrait jamais balayer comme une feuille de calcul qu'une fille amère aurait inventée. Je lui ai dit exactement pourquoi, j'avais besoin que cette part de vérité soit dite à voix haute dans une pièce que mon père ne pourrait pas réécrire plus tard. Denise est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, en 11 ans, je n'ai pas pu une seule fois regarder la conclusion se produire. C'est toujours de la paperasse. Oui, je viendrai. J'ai également appelé Warren Bishop, un avocat avec lequel mon cabinet travaille, et je lui ai demandé de venir en costume avec un dossier, en tant qu'invité clairement identifié, sans faire d'esclandre. Pour rendre la scène impossible à déformer, car je connais mon père, une fille avec une feuille de calcul, il peut l'ignorer. Une fille avec une feuille de calcul, une enquêtrice des fraudes bancaires et un avocat devant 40 parents, ce n'est pas un désaccord familial. C'est un fait documenté. Et Gérald Fletcher a passé sa vie entière terrifié par une seule chose, être vu par les gens pour qui il se met en scène tel qu'il est réellement. Nous revenons donc à la répétition et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai souri. Le soir de la répétition, toute la famille était arrivée au Linan Hall avec 2 mariages complètement différents en tête. Dans le mien, Théo et moi nous marions le lendemain, exactement comme prévu. Dans le leur, cette répétition était une formalité à détourner discrètement, une dernière chance peut-être de me pousser à annoncer le changement élégant devant les parents, de sorte que dire non par la suite me coûterait trop cher pour que je m'y essaie. Je les ai regardés arriver avec ce plan derrière les yeux. Vivien est entré, agissant déjà comme la mariée, corrigeant la disposition des choses, disant à Marlène où la table d'honneur devait être placée. Et Marlène, qui recevait les appels de Vivien depuis des semaines et savait précisément de quel nom figurait sur chaque facture, continuait à me regarder pour obtenir le contre-ordre que je ne lui ai jamais donné. Brett suivait Vivien, ressemblant comme toujours à un homme assistant à un événement dont le but ne lui avait jamais été tout à fait expliqué. Ma mère parcourait la pièce, disant aux tantes comment les filles avaient tout arrangé. Mon père se déplaçait à travers tout cela avec l'assurance propriétaire d'un homme qui croyait la décision déjà prise et qui n'attendait que sa ratification cérémonielle. Et je me déplaçais aussi, calme, agréable, fiable, portant en moi la certitude que les prochaines 24 heures ne se dérouleraient pas du tout comme un seul d'entre eux l'imaginait. C'est dans cette atmosphère, la famille réalisant une prise de contrôle qu'elle pensait déjà achevée, que mon père a décidé de forcer les choses. Il s'était manifestement impatienté d'attendre ma reddition publique. Et ainsi, alors que le quatuor à cordes s'accordait et que quelques parents arrivés en avance se trouvaient à portée de voix, il a haussé le ton exprès pour inscrire l'histoire de la fille désintéressée dans l'air, là où des témoins pouvaient l'entendre. Lors de ma répétition générale, la veille du mariage, mon père a haussé la voix devant le quatuor à cordes, l'organisatrice et quelques parents arrivés en avance, et a annoncé comme si c'était réglé que nous repoussions le mariage pour que Vivien passe en premier. Il l'a dit fort exprès. Il voulait que les parents entendent le récit de la fille désintéressée s'écrire en temps réel. Il voulait les voir me regarder acquiescer. L'organisatrice, Marlène, qui avait passé des semaines à recevoir les appels de Vivien et savait parfaitement quel nom figurait sur chaque contrat, s'est figée au milieu de son geste, un talon décollé du sol,
car Marlène savait que ce que mon père annonçait n'était pas en son pouvoir. J'ai regardé Marlène et je lui ai dit calmement de tout maintenir exactement tel que réservé. Chaque table, chaque plat, chaque fleur, exactement tel que réservé. Exactement. Vivien, qui se tenait assez près pour que je sois la seule à l'entendre, s'est approché et a sifflé, « Pourquoi ne te bats-tu pas ?» Et j'ai compris sa confusion, car dans la famille Fletcher, mon absence de combat n'avait jamais signifié autre chose que la capitulation. Pendant 31 ans, mon calme avait été le bruit de mon effacement. Elle n'avait pas d'autre interprétation pour cela. Alors quand j'ai souri et dit, « Parce que samedi n'est pas le jour que tu crois », elle l'a entendu comme une énigme ou une menace qu'elle ne pouvait analyser, et cela l'a effrayée d'une manière qu'elle ne pouvait nommer, car pour la première fois de sa vie. Ma sœur me regardait et ne pouvait lire les chiffres derrière mon visage. J'ai à peine dormi cette nuit-là, non pas de peur, mais de ce calme particulier qui m'habite la veille de présenter un dossier que je sais inattaquable. Théo m'a tenu la main et m'a demandé une fois de plus si j'étais sûr. Non pas qu'il doutât de moi. Théo n'a jamais douté de moi, et je veux que cela soit acté. Parce que l'histoire dans laquelle j'ai grandi m'a appris que les personnes qui partagent votre sang sont celles qui sont là pour vous. Et chaque jour de ma vie d'adulte, Théo a prouvé que les personnes qui sont là pour vous sont simplement celles qui se présentent. J'ai dit que j'étais sûr, il a dit, alors je serai debout juste à côté de toi. Et le samedi, il l'était. Le matin du mariage, ma famille est arrivée en croyant qu'elle avait gagné et qu'elle attendait simplement que la logistique s'aligne sur la décision. Mon père se déplaçait dans le Linan Hall comme un homme inspectant une propriété qui lui appartenait. Ma mère avait, je l'ai remarqué, habillé Vivien dans un blanc tirant sur le crème, un détail si audacieux que j'en ai ri. Il croyait que cette journée était une formalité, qu'à un moment donné l'officiant serait simplement réorienté, que Vivien et Brett prendraient la place, et que je me tiendrais à l'écart avec le visage désintéressé qu'il m'avait attribué à la naissance. Ils n'ont pas remarqué parmi les invités une femme posée en blazer bleu marine nommée Denise, ni un homme aux cheveux argentés avec un dossier en cuir nommé Warren, car pourquoi le ferait-il? Pour mes parents, les invités étaient un public, et les publics n'ont pas de nom. J'avais passé la matinée à gérer la seule variable que je ne pouvais pas entièrement contrôler, si mes témoins viendraient réellement. Denise, l'analyste de la banque, était une professionnelle avec une vie et aucune obligation de passer son samedi au milieu des ruines d'une autre famille. Warren, l'avocat, je le payais, mais même les gens payaient à nul parfois. J'avoue donc que les heures précédant la cérémonie ont été traversées par un mince fil d'angoisse, l'angoisse spécifique d'une personne qui a construit une machine parfaite et doit maintenant faire confiance au fait que les 2 dernières pièces arriveront d'elles-mêmes. J'ai fait mes cheveux. J'ai laissé une cousine lasser le dos de ma robe. J'ai répondu au SMS de ma sœur par rien du tout. Et j'ai vérifié mon téléphone 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que le message de Denise arrive. 5 mots, je suis là côté jardin, puis un autre de Warren, et le fil d'angoisse s'est détendu, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus stable. Les témoins étaient dans le bâtiment. Les 2 horloges avaient atteint 0 le même jour, exactement comme je l'avais programmé 6 semaines plus tôt dans l'obscurité d'un parking souterrain. Il ne restait plus qu'à laisser ma famille faire ses derniers pas vers le vol, dans la pièce, devant tout le monde, face au public pour lequel ils avaient passé leur vie entière à jouer. J'ai placé Denise et Warren moi-même, discrètement, avec un mot à Marlène pour qu'ils soient assis près de l'avant mais sur le côté, banal parmi les invités, assez près pour se lever le moment venu. Denise m'avait posé au téléphone la veille une question attentive, si j'étais vraiment préparé à ce que cela ferait à ma famille de manière permanente. Car d'après son expérience, les victimes qui organisent une confrontation flanchent parfois au dernier moment lorsqu'elles voient le visage des personnes qu'elles s'apprêtent à exposer. Et un fléchissement, m'avait-elle prévenu, était pire que le silence. Je lui avais dit la vérité, que j'avais fléchi en janvier, seul à ma table de cuisine, et que j'avais passé 6 mois à transformer ce fléchissement en un dossier précisément pour ne plus en avoir en moi le jour venu. Bien, avait-elle dit. Alors je me lèverai quand tu auras fini. C'était une femme qui avait passé 11 ans à regarder la fraude se résoudre en paperasse dans des bureaux beiges, et je pense qu'une part d'elle avait attendu toute sa carrière une victime assez organisée pour la laisser regarder la conclusion se produire au grand jour. Nous étions, en ce sens, un couple étrange et parfait. J'avais demandé à Marlène de retenir le début réel de la cérémonie jusqu'à ce que je fasse un signe. Au lieu de remonter l'allée en premier, j'ai demandé le micro. Le visage de mon père quand je me suis avancé devant la famille assemblée, tantes, oncles, cousins, les anciens voisins,
tout le public de sa vie est passé par quelque chose que j'avais attendu 31 ans de voir. Il est devenu incertain, car je ne prends pas les micros. Delaney la fiable ne fait pas de discours. Et j'étais là, dans ma robe, avec une petite télécommande à la main, et derrière moi, un écran que le Linan Hall utilisait pour les diaporamas s'est allumé, et ce qui y figurait n'était pas une photo de Théo et moi. C'était une feuille de calcul. J'ai gardé ma voix régulière, comme je le fais lors des dépositions, car j'ai appris que le calme est bien plus dévastateur que la rage, et parce que je voulais que chaque mot sur l'enregistrement que Marlène faisait à ma demande soit propre. J'ai dit « Merci à tous d'être venus. Avant de commencer, je veux partager quelque chose avec ma famille parce que je crois en la transparence et je sais que mon père aussi y croit. » Quelques rires polis et confus. Mon père n'a pas ri. Puis je les ai guidés à travers le dossier, non pas de manière émotionnelle, mais chiffrée, ce qui, pour mon père, était pire. Je leur ai montré le compte joint, celui établi pour les urgences, et les 4 mois de retrait qui avaient vidé 22 000 $ de mes économies, chacun daté, chacun assez petit pour éviter d'attirer l'attention. Je leur ai montré la ligne de crédit de 18 000 $ ouverte à mon nom, les 4 virements sortants et leur lieu d'arrivée. Je leur ai montré le prêt de 45 000 $, et j'ai affiché la signature falsifiée sur l'écran à côté de ma vraie signature, 40 fois de suite, et j'ai entouré calmement avec le petit point laser les endroits précis où la main du faussaire avait hésité. Je n'ai pas prononcé le nom de ma sœur. J'ai laissé le tremblement de l'encre le dire, puis j'ai montré le rapprochement des comptes. Chaque dollar de ce prêt frauduleux associé par date et par montant, un acompte pour une maison, une série de dettes impayées de ma sœur effacées. Le loyer de l'appartement dont elle aimait se plaindre, la vie confortable qu'ils avaient passé des mois à me répéter que la famille ne pouvait pas se permettre de m'aider à payer. Vous pouvez donc comprendre ma confusion, ai-je dit, toujours égal, toujours calme, quand on m'a dit que l'argent était rare et que je devrais faire un mariage modeste. Je ne me suis pas arrêté là, car un rapprochement n'est complet que lorsque le dernier dollar est comptabilisé. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, il y avait l'enveloppe de couleur crème avec mon nom de la main de ma mère, photographiée à côté du relevé de retrait qu'il avait financé. Il y a 2 mois, ai-je dit, toujours posé, toujours calme, mes parents m'ont emmené déjeuner et m'ont offert un cadeau de mariage, 3 000 $ en espèces. Ils ont dit qu'ils voulaient que j'aie quelque chose bien à moi pour ce jour-là. J'ai laissé cela résonner un instant. Voici le retrait qui a financé ce cadeau. Il provient de la ligne de crédit ouverte à mon nom 4 days avant le déjeuner. Ils m'ont donné mon propre argent volé et m'ont demandé de les remercier. Je les ai remerciés. J'ai de très bonnes manières. Quelque part au fond de la salle, une de mes cousines a émis un petit bruit. Un soupir aigu. Le bruit d'une personne qui regarde une image familière se réorganiser en quelque chose qu'elle ne pourra plus jamais ignorer. J'ai cliqué à nouveau. Le compte joint, les 22 000 $ de mes propres économies vidées par paliers minutieux. J'ai cliqué à nouveau. Le résumé du rapprochement, une page propre. Chaque dollar pris, la destination de chaque dollar, toute l'architecture sur une seule diapositive, de la façon dont je la présenterai à un associé de mon cabinet. Je l'avais construite pour être comprise par des gens qui ne lisent pas les feuilles de calcul, car je connaissais mon public. Et mon public était composé de 40 parents sur des chaises pliantes qui étaient venus pour manger du gâteau. Je veux décrire le visage de mon père pendant ce temps, car j'avais attendu 31 ans pour le voir et je l'ai étudié comme j'étudie tout. Il n'est pas devenu rouge. C'est ce que les gens attendent, l'homme coupable qui devient violet, qui s'emporte. Mon père a fait l'inverse. Il est resté immobile, pâle et très calme. J'ai reconnu ce calme parce que c'était le mien, le calme d'un esprit qui s'active à résoudre un désastre en temps réel et à trouver le seul chiffre qu'il peut contester. Je l'ai regardé chercher la faille dans ma présentation de la manière dont je cherche la couture dans une falsification, et je l'ai vu ne pas en trouver, parce qu'il n'y en avait pas, parce que j'avais passé 6 mois à m'assurer qu'il n'y en ait pas. Et cela, plus que n'importe quel murmure de l'assistance, a été le moment où j'ai su que j'avais gagné. Le moment où l'architecte a regardé le plan de son propre délit tracé de ma main et n'a pu trouver un seul mensonge structurel à tirer. La pièce était devenue complètement silencieuse. Et dans ce silence, mon père a fait exactement ce que je savais qu'il ferait, car les architectes de ce genre se tournent toujours vers le même outil. Il s'est levé et a souri de son sourire de vendeur. Et il a dit de la voix chaleureuse et raisonnable qu'il avait utilisé toute ma vie pour faire passer la vérité pour un malentendu, c'est une confusion, un genre d'erreur de la banque. Delaney, ma chérie,
tu es contrarié et je comprends, mais ce n'est pas l'endroit. Et c'est alors que la femme en blazer bleu marine s'est levée. Ce n'est pas une erreur de la banque, a dit Denise Alvarez, d'un ton neutre et professionnel de quelqu'un dont c'est le métier et qui n'a pas de famille dans la pièce. Elle s'est présentée par son nom et sa fonction d'analyste des fraudes à la banque qui avait émis le prêt. Elle n'a pas lu de verdict. Ce n'était pas son rôle, et elle me l'avait dit. Ce qu'elle a confirmé était plus précis, et dans cette pièce, tout aussi fatale, que j'avais déposé une déclaration officielle d'usurpation d'identité concernant ses comptes, que la banque menait une enquête active sur cette fraude avec un numéro de dossier qu'elle a cité de mémoire. Que la dette avait déjà été suspendue de mon nom le temps que cette enquête se déroule, et qu'en 11 ans de carrière, elle n'avait jamais reçu une documentation aussi complète que celle que je lui avais remise. Elle n'a pointé personne du doigt. Elle n'avait pas à le faire. Elle l'a simplement acté. Une véritable déclaration sous serment, un véritable numéro de dossier, une véritable enquête, rien de tout cela n'étant un malentendu, et elle a laissé cela s'installer dans la pièce. J'ai passé toute ma carrière à attendre le moment où une affaire trouve sa conclusion, et je le manque toujours parce qu'au moment où cela se produit, c'est un document dans un dossier. Denise m'avait dit qu'elle n'avait jamais pu non plus regarder la conclusion se produire en direct. Nous l'avons vu se produire ensemble. Nous avons regardé 40 parents se tourner lentement pour regarder mon père, puis ma mère, puis Vivien dans sa robe crème. Et nous avons regardé l'histoire que mon père avait jouée pendant 30 ans, l'histoire du patriarche généreux et de sa fille cadette désintéressée s'effondrer en temps réel dans la seule pièce qu'il avait construite pour qu'elle y soit admirée. Ma mère a commencé à pleurer, ce pleur spécifique qu'elle utilise comme un outil. Et une tante qui la connaissait depuis 40 ans a détourné le regard, embarrassée pour la première fois de nos vies. Vivien s'est levé si vite que sa chaise s'est renversée. Elle a fait la seule chose qu'elle ait jamais su faire, c'est à accent grave se poser en victime. Comment as-tu pu me faire ça aujourd'hui, d'entre tous les jours? J'ai regardé ma sœur et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, qui n'était ni du triomphe ni même de la colère. C'était une sorte de paix. J'ai dit, Vive, tu as signé mon nom. J'ai la comparaison d'écriture. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose aujourd'hui. Je suis celle qui l'a découvert en janvier et qui a attendu 6 mois pour pouvoir faire les choses correctement. Et elle n'avait pas non plus d'explication pour cela. Warren Bishop, l'avocat, a dit très peu de choses, mais ce qu'il a dit portait le coup de grâce. Il s'est montré visible, s'est levé, s'est présenté comme conseil, et a expliqué que les conclusions formelles seraient exposées par écrit et poursuivies par les voies légales appropriées, qu'une déclaration d'usurpation d'identité signée était enregistrée. Que la transmission de l'affaire pour fraude par la banque était déjà en cours, et que toute résolution à partir de ce point se ferait de manière officielle par ses voies et nulle part ailleurs. C'était sa façon douce et mortelle de dire à mon père devant tout le monde qu'il n'y aurait pas de pièces silencieuses, pas de table de négociation, pas de problème informatique. L'affaire était déjà hors des mains de la famille. Elle l'était en fait depuis le mois de janvier. Ils ignoraient simplement qu'un dossier existait. Brett était celui que personne ne regardait, et je l'ai regardé car je regarde tout le monde. Il se tenait près de la chaise renversée que Vivien avait laissée, et j'ai vu la seconde précise où le calcul lui est apparu, le moment où un homme agréable et curieux comprenait que la vie confortable dans laquelle il flottait, la maison, l'aisance, le mariage qu'il supposait être payé discrètement par quelqu'un d'autre avait été construite sur un prêt falsifié au nom de la sœur de sa fiancée, et qu'il était sur le point, bien qu'involontairement, de se marier au milieu d'une enquête active pour fraude. Il a regardé Vivien. Il a regardé l'écran, affichant toujours le résumé du rapprochement. Il a regardé la porte. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ses fiançailles, et je n'ai pas posé de questions, car cela ne me regarde véritablement pas, et parce qu'un homme qui ne s'est jamais demandé d'où venait l'argent est un homme dont le propre compte à régler lui appartient. Mais j'ai enregistré ce regard par habitude, et je vous le dis, c'était le regard d'une personne découvrant d'un coup que le sol sur lequel elle se tenait était la propriété volée de quelqu'un d'autre. Ma mère, pendant ce temps, a poussé ses pleurs dans leur registre le plus aigu, celui qui avait mis fin à 1000 disputes familiales en poussant tout le monde à courir la consoler. Pour la première fois de ma vie, cela n'a pas fonctionné. Les parents ne se sont pas précipités. Ils sont restés assis ou ont détourné le regard, et le son des pleurs de ma mère est tombé dans un silence qui a refusé de l'absorber. Je pense que ce silence l'a effrayé plus que tout ce qui figurait sur l'écran, la découverte que l'outil avait cessé de fonctionner, que le public pour lequel elle avait joué toute sa vie avait, en un après-midi, appris à décoder la performance. Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage,
qui n'était ni de la colère ni même du chagrin, mais une sorte de vertige. Le même vertige que j'avais ressenti dans ce salon des semaines plus tôt au cœur de la machine. Le vertige d'une personne réalisant que la machine a enfin et définitivement cessé de déplacer celle pour qui elle avait été construite. Je veux vous dire la phrase exacte que mon père a prononcée, car c'est la chose la plus vraie qu'il ait dite de la journée et il ne le pensait même pas. Au milieu de tout cela, avec la pièce tournée contre lui, il m'a regardé, la chaleur du vendeur avait disparu et ce qui se trouvait en dessous était de l'incrédulité pure. Il a dit, « Je ne pensais pas que tu regarderais un jour. » C'était tout. C'était toute sa confession, bien qu'elle ne compte jamais comme telle dans un tribunal, et je n'en avais pas besoin. Je ne pensais pas que tu regarderais un jour. 31 ans à m'utiliser, à me vider, à m'attribuer le rôle de la fille qui comprend, qui n'a besoin de rien et qui ne vérifiera pas. Et la chose qui l'a détruit est que, par un mardi ordinaire de janvier, j'ai regardé. Voici la partie que les gens n'attendent pas, et c'est celle dont je suis la plus fière, alors je vais la dire simplement, je n'ai pas annulé le mariage, car le mariage n'avait jamais été à eux de le déplacer ou de le prendre. Il était mien. Il avait toujours, de façon prouvable jusqu'à chaque reçu, été mien. Ainsi, après que Denise se soit rassise et que Warren se soit rassis, et que mon père ne se soit pas rassis mais soit resté là, vidé, j'ai posé la télécommande, j'ai pris mon bouquet et j'ai dit à Marlène de lancer la musique, ce qu'elle a fait. Et j'ai épousé Théo Marche dans le lieu que j'avais payé, le samedi que j'avais réservé, devant une famille qui était venue pour assister à un couronnement et qui est restée pour une confrontation. Avec l'homme qui ne m'avait jamais forcé à choisir entre être aimé et être en sécurité debout à mes côtés, exactement comme il l'avait promis. J'ai besoin de vous raconter ce que cette cérémonie a réellement représenté, car il serait facile de laisser la révélation occuper toute l'histoire, et ce n'était pas le cas. La révélation était l'arithmétique. La cérémonie était la réponse. Quand Marlène a lancé la musique et que j'ai enfin marché, non pas en premier par obligation, non pas mise à l'écart, mais simplement en mon propre jour vers la personne qui m'avait choisi, quelque chose dans ma poitrine qui était serrée depuis mes 9 ans s'est enfin détendu. J'avais passé ma vie entière à m'entendre dire que j'étais la plus forte comme moyen de me donner moins. Et debout à l'avant de cette salle, prononçant mes vœux d'une voix qui ne tremblait pas, j'ai compris pour la première fois que la force n'avait jamais été le problème. La force n'était pas la raison pour laquelle il me donnait moins. Il me donnait moins parce que me donner moins ne coûtait rien. Et je venais, cet après-midi-là devant tout le monde, d'y associer un coup. Théo a tenu mes 2 mains, je l'ai regardé et je n'ai pas pensé à mon père dans le jardin, ni aux larmes jouées de ma mère, ni à la chaise renversée de ma sœur. J'ai pensé, voici à quoi ressemble la présence. Cet homme calme qui m'avait demandé 3 fois si j'étais sûr, puis avait dit qu'il se tiendrait à mes côtés, et qu'il avait fait. Le sang m'avait promis la sécurité toute ma vie et m'avait livré une signature falsifiée. Théo ne m'avait rien promis d'autre que sa présence et l'avait livré chaque jour. Je l'ai épousé pleinement, sans cœur partagé, et lorsqu'on nous a déclaré mari et femme, les parents qui étaient restés se sont levés et ont applaudi. J'ai décidé de croire que ces applaudissements étaient réels, car je suis fatigué de tout vérifier, et certaines choses, on a le droit de simplement les accepter. Lors de la réception que j'avais payée jusqu'à la dernière serviette pliée, l'heure la plus étrange et la plus réparatrice de ma vie s'est déroulée. Car la famille ne s'est pas, comme je m'y étais préparé, unanimement retournée contre moi. La vérité, une fois dans la pièce et ne pouvant plus être tue, a produit un effet que je n'avais pas tout à fait prévu, elle a libéré la parole. Un par un, des parents sont venus me voir discrètement. Une tante qui m'a dit qu'elle les avait vus favoriser Vivien pendant 40 ans et n'avait jamais trouvé les mots pour le dire. Une cousine qui m'a confié que mes parents lui avaient emprunté de l'argent à elle aussi autrefois et ne l'avaient jamais remboursé, et qu'elle avait supposé être la seule. Une vieille voisine qui m'a pris la main et a dit simplement, « Tu as toujours été celle qui était vraiment là. » Nous voyons. Nous ne disions rien, c'est tout. J'ai recueilli ces paroles comme je recueille tout, mais cette fois sans froideur, car j'ai réalisé qu'elles n'étaient plus des témoignages. L'affaire était close. C'était juste des gens disant enfin la vérité dans une pièce où la vérité avait trouvé sa place. J'avais passé 6 mois à construire un dossier inattaquable pour imposer un moment de clarté. Et la clarté, une fois venue, s'est révélée assez grande pour que d'autres personnes s'y installent. Cela m'a surprise plus que tout. Je pensais ne sauver que moi-même. Certains parents sont partis. La plupart, à ma grande surprise, sont restés, et plus d'un est venu me voir après coup, discrètement, pour me dire qu'ils avaient toujours soupçonné,
toujours senti que quelque chose clochait dans la façon dont la famille traitait ses deux filles, et qu'il n'avait rien dit et en était désolé. J'ai recueilli ses excuses comme je recueille tout, sans grande passion. Les gens qui assistent à une injustice pendant 30 ans et ne parlent que lorsque quelqu'un d'autre en apporte la preuve ne sont pas des héros. Mais ce sont des témoins. Et j'ai appris à apprécier un témoin. Mes parents ne sont pas restés. Mon père est parti dans le jardin et n'est pas revenu. Et ma mère l'a suivi, jouant encore ses pleurs devant un public qui avait cessé d'acheter des places. Vivien est resté le plus longtemps, curieusement, non pas par remords, je pense, mais parce qu'elle ne pouvait véritablement pas concevoir un monde dans lequel la sœur fiable avait détenu les cartes gagnantes tout le temps. Elle est partie sans me reparler. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis, si ce n'est par l'intermédiaire de Warren. Le prêt et la ligne de crédit ont été formellement retirés de mon nom. Mon crédit, cette chose discrètement essentielle à la carrière que j'ai construite seule, est ressorti propre. Plus propre d'une certaine manière car il y a désormais une décision de fraude documentée qui le valide entièrement. Les 22 000 $ du compte joint font partie de la transmission du dossier. Que je revoie cet argent ou non m'importe moins que le fait qu'il soit inscrit dans le registre comme ayant été pris et non donné. La banque a poursuivi les véritables emprunteurs. Je laisserai les voies appropriées faire ce que les voies appropriées font. Je suis, après tout, une personne patiente professionnellement. Dans les mois qui ont suivi, la vie a fait le travail calme et sans phare qui succède à chaque confrontation. La décision formelle de fraude s'est close exactement quand je l'avais demandé, et la radiation n'a jamais frappé. J'ai devancé cette horloge de 9 days, ce que je sais parce que j'ai compté, car compter est ma façon de dormir. Mon rapport de crédit apparaît propre, et y est attaché de manière métaphorique une décision de fraude documentée qui signifie qu'aucune vérification d'antécédents pour le reste de ma carrière ne fera jamais sourciller un employeur. Cela ne peut que s'améliorer. La transmission de l'affaire par la banque a suivi son cours. Warren gère la correspondance pour que je n'ai pas à le faire, ce qui est sa propre forme de paix. Je n'ai pas eu à me disputer avec ma famille une seule fois, car je ne me dispute plus avec des gens qui refusent de se confronter à une feuille de calcul. Les conséquences qui attendent mes parents et ma sœur ne sont pas des conséquences que je dois livrer de mes mains. Je les ai livrées une fois, un samedi dans un jardin avec un pointeur laser. Le reste est administratif. Ma mère m'a écrit une lettre environ 2 mois après le mariage. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe, la même écriture qui avait tracé mon nom sur une enveloppe crème remplie de mon propre argent volé, et je suis resté un jour entier avec cette lettre non ouverte avant de la lire. Et quand je l'ai lue, elle était exactement ce que je savais qu'elle serait, non pas des excuses, mais une négociation habillée en chagrin. Des pages sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour leurs 2 filles, sur la façon dont j'avais humilié la famille, sur la façon dont la famille pardonne, sur le fait qu'un jour je comprendrai quand j'aurai mes propres enfants. Il y avait un paragraphe vers la fin qui demandait doucement, comme une réflexion après coupe de la façon dont on demanderait à emprunter une échelle et si je pouvais envisager d'aider à faire disparaître la situation avec la banque puisque cela nous déchirait. Même maintenant, même après tout cela, la dernière ligne d'une lettre sur l'amour était une demande de faire disparaître les preuves. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai classé la lettre parce que je classe tout, et parce qu'une lettre qui demande à une victime de fraude d'enterrer la fraude est à sa manière une pièce justificative de plus. Une confession rédigée dans la langue d'une mère qui ne peut toujours pas imaginer que le comte a enfin commencé à surveiller ses propres relevés. J'ai beaucoup pensé au pardon, parce que les gens l'évoquent comme ils le font, comme s'il s'agissait d'une chose que je devais. Et voici où j'en suis arrivé, et je le propose à quiconque se tient là où je me tenais, le pardon n'est pas la même chose que l'accès. Je peux ne souhaiter aucun mal particulier à mes parents. Je ne passe véritablement pas mes journées à espérer leur souffrance, je suis bien trop occupé pour cela, et pourtant, je ne leur remettrai plus jamais les clés de quoi que ce soit que j'ai construit. L'erreur que j'ai commise pendant 31 ans a été de croire qu'aimer ma famille signifiait laisser la porte ouverte. Ce n'est pas le cas. On peut aimer les gens depuis l'arrière d'une porte verrouillée. On peut leur souhaiter la paix et les garder en dehors de l'acte de propriété. La fille fiable a passé 3 décennies à confondre ses mains ouvertes avec une vertu, alors qu'elle n'était qu'une vulnérabilité dans laquelle ma famille avait appris à puiser. J'ai de meilleures mains aujourd'hui. J'aide toujours les gens. J'ai aidé bénévolement une inconnue à effacer une fraude sur le compte de son vieux père le mois dernier, parce que je sais exactement ce que cette peur particulière représente à 2 heures du matin. Mais je choisis désormais. Aider est une décision que je prends, pas une dette avec laquelle je suis né. Et cela,
plus que le rapport de crédit propre, plus que le mariage, plus que le regard sur le visage de mon père, est ce que j'ai réellement gagné. Les gens me demandent, le peu de personnes à qui je l'ai raconté, si je me sens mal d'avoir agi de cette façon au mariage, devant tout le monde. Et je comprends la question, car nous sommes tous élevés avec l'idée que la famille est l'endroit où l'on est censé être en sécurité, où l'on ne tient pas de dossier, où l'on accorde aux gens le bénéfice du doute. Mais voici ce que j'ai appris, et c'est ce que je transmettrai à quiconque se tenait là où je me tenais par ce mardi froid de janvier, fixant de comptes qu'il n'avait jamais ouverts. Le bénéfice du doute est un cadeau, et les cadeaux sont pour les personnes qui ne vous voleraient pas. Ma famille avait passé 31 ans à m'enseigner que mon rôle était de donner sans vérifier. Et le jour où j'ai vérifié, tout ce qu'ils avaient construit sur mon absence de vérification s'est effondré. Ce n'était pas de la cruauté de ma part. C'était l'arithmétique qu'on laissait enfin se terminer. Je n'ai pas battu mon père avec un meilleur discours, ni ne l'ai piégé dans une confession, ni n'ai été sauvé par un coup de chance au dernier moment. Je veux être clair là-dessus parce que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, et prétendre le contraire blesse les gens. Je l'ai battu de la seule manière dont on bat un homme de ce genre, avec des documents qu'il ne pouvait pas contester, vérifiés par quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir pour moi, dans une pièce qu'il ne pouvait pas réécrire, selon un calendrier que je contrôlais. Je l'ai battu avec la compétence même qu'il avait passé ma vie entière à qualifier de plaisanterie. Jouer avec des feuilles de calcul, un truc avec les impôts. C'est la partie que je soulignerai pour quiconque a déjà été la personne fiable, la personne capable. Celle dont la compétence est devenue la raison pour laquelle on lui donnait moins, la chose même que votre famille diminue en vous est généralement celle qui vous libérera un jour, précisément parce qu'ils l'ont diminuée. Parce qu'ils n'ont jamais pris la peine d'apprendre ce qu'elle pouvait faire. Ils ne l'ont pas vu venir. Mon père a passé 31 ans si certain que mon travail était au-dessous de sa compréhension qu'il a commis sa fraude directement devant la seule personne sur Terre professionnellement formée pour la dénouer. Il a volé une comptable d'investigation légale et a supposé qu'elle ne vérifierait jamais le vol. Le mépris l'a rendu négligent. Chaque fois qu'il qualifiait ma carrière de plaisanterie, il baissait, sans le savoir, sa garde contre l'arme même qu'il anéantirait. Je n'ai pas eu à devenir quelqu'un d'autre pour vaincre ma famille. J'ai seulement dû devenir pleinement et sans excuse la personne qu'ils avaient toujours refusé de prendre au sérieux. Alors quand ma sœur s'est approchée à la répétition et a sifflé, « Pourquoi ne te bats-tu pas ?» La vérité est que je me battais depuis janvier. Je me battais de la manière la plus silencieuse qui soit, ligne rapprochée après ligne rapprochée, pendant 6 mois, alors qu'il pensait que je pliais. Et quand j'ai souri et lui ai dit que samedi n'était pas le jour qu'elle croyait, je le pensais aussi littéralement que tout ce que j'ai jamais dit. Elle pensait que samedi était le jour où sa famille lui remettait enfin mon mariage. C'était le jour où les chiffres finissaient de parler. Et les chiffres, contrairement aux personnes qui m'ont élevé, ne m'ont jamais menti en face. J'ai épousé l'homme qui se tenait à mes côtés. J'ai gardé mon nom propre. Et j'ai appris à 31 ans, debout dans un jardin que j'avais payé, que la famille dans laquelle on est né que le premier ensemble de données qui vous est donné. Et vous êtes autorisé, une fois que vous êtes assez grande pour lire les relevés, à le rapprocher de la vérité. Le mien ne s'équilibrait pas, alors j'ai fermé le compte. Samedi n'était pas le jour qu'il croyait. C'était le mien. Il était de façon prouvable le mien.